concernant l'exercice 3, c'est un exercice sur la diffraction par une fente rectangulaire. Donc, on considère une onde lumineuse d'un laser de longueur d'onde lambda et d'amplitude A0 exponentielle j oméga t, qui éclaire sous une incidence normale une ouverture rectangulaire de largeur A et de longueur B. Soit M grand X grand Y égale 0, un point d'un écran situé très loin de l'ouverture, donc se trouve très loin. Donc à chaque point M correspond une direction de propagation de vecteur unitaire U de coordonnées alpha, bêta et gamma. Donc pour la première question, rappelez le principe de Huygens. Donc ici c'est une question de cours, on va voir le cours. Mais je vais vous donner le principe en résumé. Donc l'onde lumineuse diffractée par une pupille, c'est-à-dire l'ouverture, est égale à la superposition d'ondes secondaires émises par tous les, éléments, de surface. Tous les éléments de surface. Voilà. Donc ça c'est le principe en résumé. Bon. Pour la deuxième question, de quel type de diffraction s'agit-il? Donc ici, normalement vous avez deux types de diffraction, c'est diffraction de Fraunhofer et celle de Fresnel. Donc on est dans le cas où l'écran se trouve très loin de l'ouverture, et donc on est dans le cas de la diffraction de Fraunhofer. Donc la diffraction de Fraunhofer, donc si l'ouverture est très loin de l'écran, donc les rayons diffractés peuvent être considérés comme quasi parallèles, et donc c'est une approximation qui peut faciliter l'étude de ce phénomène. Bon, puisque l'écran est situé très loin de l'ouverture, alors il s'agit de la diffraction de Fraunhofer. Bon, pour la troisième question, soit P, X, Y, 0, donc un point de l'ouverture, voilà le point P,
On demande de calculer le déphasage phi PM introduit lors du trajet PM. Voilà le trajet PM. Voilà. En fonction de alpha, bêta, gamma, alpha, bêta, lambda, x, y et phi 0, tel que le phi 0 c'est k, vecteur k fois en 1. Donc je vous rappelle, donc je vais faire un petit rappel ici. Le déphasage introduit lors d'un trajet, par exemple S1, ça on l'a vu la première série, donc normalement c'est oméga sur C, le chemin optique S1. Oméga sur C, normalement c'est 2pi sur lambda. Et si on est dans le cas propagation dans le vide, donc le chemin optique SM c'est la distance S1. Si on considère un vecteur U unitaire, directeur de Sn, de la droite Sn, on peut exprimer la distance Sn par le produit scalaire, donc de pi sur lambda, donc vecteur unitaire porté par Sn, scalaire le vecteur Sn. Et donc on peut écrire le déphasage sous forme de vecteur d'onde qui est k scalaire Sn. Donc on va faire la même chose ici. Donc on a donc on va calculer vous avez le phi Pm, c'est k scalaire, donc vecteur d'onde scalaire, le trajet, donc Pm. Donc on va introduire le point O, donc ceci est égal à k scalaire PO plus k scalaire OM. Le k scalaire OM c'est phi 0, donc cela va donner c'est phi 0 moins OP, ou bien si vous voulez k scalaire OP. K scalaire OP. Donc concernant le vecteur d'onde, ici k égale. Donc on est dans l'approximation de la diffraction de Fraunhofer, et donc les rayons diffractés sont à travers donc émis et à travers l'ouverture peuvent être considérés comme quasi parallèles. Et donc puisque ces rayons sont parallèles, donc le vecteur directeur U de ON c'est aussi vecteur directeur de PM. Et donc le cas on peut l'exprimer de cette façon, donc 2pi sur lambda suivi fois U. Voilà le cas. Donc toujours je vous rappelle qu'on est dans le cas de la diffraction de Fraunhofer où les rayons diffractés peuvent être considérés comme quasi parallèles, et donc puisque ces deux rayons peuvent être considérés comme parallèles, et donc le vecteur directeur de ON c'est aussi vecteur directeur de PM. Et donc on peut écrire que c'est phi 0 moins 2 pi sur lambda U scalaire OP. Donc vous avez les coordonnées de OP, les coordonnées de U, donc on peut calculer ce produit scalaire, phi 0 moins 2 pi sur lambda. Donc le U c'est alpha, bêta, gamma, scalaire le OP c'est x, y et 0. Et donc on trouve donc l'expression de phi Pm donc le phi Pm est égal à phi 0 moins, donc vous avez alpha x plus alpha y plus 0, donc moins 2 pi sur lambda alpha
x plus bêta y. Et voilà l'expression du déphasage phi Pm. Bon, pour la quatrième question, à partir du principe d'Huygens, calculez l'amplitude complexe 1 de M diffractée en un point M de l'écran. Bon, pour l'amplitude complexe, c'est la somme de tous les rayons diffractés au point M. Et donc, normalement, puisqu'on est donc ces rayons sont émis à travers une surface, donc la somme sera une somme continue, donc c'est un double intégral sur cette surface. Et donc, vous avez l'expression de 1 à n, elle est égale, donc on va faire la somme, normalement pour une seule radiation, vous avez donc l'amplitude, c'est A exponentielle J oméga t, ça c'est normalement c'est A0, fois le déphasage, donc exponentielle de moins J phi Pm. Ça pour une radiation Pm. Donc on va faire la somme de tous ces rayons à travers cette surface, et donc fois ds, et on intègre bien sûr sur la pupille, donc l'ouverture de rectangulaire. Donc, pupille. Et pour s'assurer qu'on intègre sur la donc sur l'ouverture qui est transparente, qui laisse bien sûr laisser les rayons, et donc on doit ajouter une fonction t pour faciliter non. Donc je dois ajouter une fonction t x y qui s'appelle la transparence ou bien la transmittance, bien sûr pupille. Donc par exemple vous avez l'ouverture, mais vous avez une partie opaque et une partie transparente. Donc normalement, nous, on intègre dans cette partie transparente. Et donc, pour s'assurer qu'on intègre sur la partie transparente, donc on ajoute cette fonction qui va nous permettre de faire ce calcul, tel que cette fonction elle est égale à 1 lorsqu'on est à l'intérieur de l'ouverture, elle est égale à 0 lorsqu'on est à l'extérieur de cette ouverture. Et donc, avec t x y égale, donc, est égal à 1 à l'intérieur, de la pupille et 0 à l'extérieur. Et la transparence ou bien si vous voulez la transmittance de la pupille. Et donc on va faire le calcul. Donc l'amplitude point n, elle est égale donc à, je peux faire sortir le A0 exponentielle j oméga t parce qu'il est indépendant de dx et dy, et donc j'intègre toujours à travers la pupille t x y pour s'assurer qu'on intègre sur l'ouverture, donc exponentielle, donc g phi moins g phi
Pn, donc je vais remplacer le phi Pn par son expression phi 0 moins 2 pi sur lambda alpha x plus bêta y, et le ds c'est son expression, donc c'est une ouverture rectangulaire, donc c'est dx dy. Aussi je peux faire sortir l'exponentiel moins j phi 0, il est indépendant de dx dy, donc c'est égal à 0 exponentielle j oméga t fois exponentielle moins j phi 0, et j'intègre suivant x et suivant y, donc exponentielle, donc bien sûr le t x y égale à 1 parce que j'intègre au niveau de l'ouverture, donc c'est exponentielle, donc moins donc j de pi sur lambda alpha x dx. Donc je peux séparer les deux intégrales parce que chaque fonction est indépendante de l'autre. Donc exponentielle j de pi sur lambda bêta y dy. Donc pour les bornes de chaque intégrale, donc pour le x varie entre moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. La même chose pour b, moins b sur 2 jusqu'à b sur 2. Et donc, on peut faire le calcul. Donc exponentielle j oméga t, exponentielle moins j phi 0. Donc, primitive ici c'est j de pi sur lambda alpha, exponentielle, donc je vais laisser tout, donc j de pi sur lambda alpha a sur 2 moins exponentielle moins j de pi sur lambda alpha a sur 2 fois même chose pour la deuxième fonction, j de pi sur lambda bêta exponentielle j de pi sur lambda bêta d sur 2 moins exponentielle moins j de pi sur lambda bêta d sur 2. Bien sûr ici on va simplifier par le 2. Et donc pour la première fonction, ceci est égal, donc c'est a0 exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi 0. Donc pour la première fonction c'est sinus pi sur lambda alpha 1 divisé par donc les deux, donc je vais donc normalement c'est la différence des exponentielles sur 2g, donc il reste ici c'est pi sur lambda alpha. La même chose ici, c'est sinus pi sur lambda bêta b sur pi sur lambda bêta. Donc je vais laisser cette expression comme ça. Voilà, c'est l'expression de l'amplitude complexe. Donc pour la question 5, donc je vais premièrement réécrire l'expression de l'amplitude. Donc c'est 1 de n est égal à a0 exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi 0 fois sinus pi sur lambda a alpha sur pi
alpha sur lambda fois sinus pi sur lambda bêta b bêta sur pi bêta sur lambda, si c'est bien. Donc on demande ici de montrer que l'intensité observée au point N a cette forme. Et donc pour avoir cette forme, normalement le I c'est l'amplitude au carré, donc c'est A fois son conjugué. Donc je peux réécrire cette expression de cette forme. Donc c'est A0 exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi 0. Donc sinus, donc je vais faire apparaître le pi A alpha sur lambda au dénominateur. Donc je vais multiplier par A et diviser par A. Et donc j'aurai sinus pi A alpha sur lambda sur pi A alpha sur lambda. Et je vais aussi multiplier par B divisé par B pour avoir la même chose. Donc sinus pi B bêta sur lambda sur pi bêta B sur lambda. Et donc ça va nous donner que c'est A0 AB petit a petit b exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi 0 sinus U sur U cosinus V sur V, avec U égale à pi A alpha sur lambda, et le V c'était B bêta sur lambda. Et donc, or, le I de M, c'est l'amplitude fois son conjugué. Et donc, si on fait ce produit, donc ce terme-là va disparaître, donc égal à 1. Et donc, on aura donc le produit, ce produit au carré. Et donc, l'expression de pardon, avant cette question. Donc, donc I de M égale, donc c'est on fait donc ça c'est A0 carré petit a petit b au carré, donc c'est A0 au carré b carré a carré fois sinus U sur U au carré fois sinus V sur V au carré, que je peux écrire, c'est I0 fois sinus U sur U au carré fois sinus V sur V au carré avec I0 égale, donc c'est A0 carré A carré B carré, U égale c'est pi A alpha sur lambda, et V égale pi B bêta sur lambda. Donc pour la question 6, que devient I de M pour alpha et bêta égale à 0? Normalement ici, comme vous pouvez le constater, si I0, si alpha et bêta égale à 0, le U et le V tend vers 0 aussi. Et le sinus de U sur U lorsque U tend vers 0 égale à 1, la même chose pour sinus V sur V. Et donc le I égale à I0, donc le I il est maximal. Donc si alpha égale à bêta égale à 0, alors I de M est maximal.
C'est-à-dire, si I maximum pour alpha ou bêta égale à 0, donc la tangente centrale sera brillante. Et donc pour le alpha bêta égale à 0, c'est-à-dire qu'elle est dirigée suivant la direction de Z. Donc la tangente centrale se trouve sur l'axe OZ et brillante. Donc la tangente centrale est plus lumineuse et centrée sur la direction du faisceau incident. Voilà donc pour cette question numéro 6. Donc on passe à la question 7. Donc on suppose maintenant que l'ouverture est une fente fine de longueur B très supérieure à A et que B est très supérieur à lambda. Donc que devient l'expression de I de M dans ce cas? Donc normalement vous avez une fente fine. Donc fente fine pour B très supérieur à A et B très supérieur à lambda. Donc, lorsque B tend vers, on a l'expression premièrement de l'intensité de M, c'est I0, sinus U sur U au carré, fois le sinus V, le sinus V sur V, le tout au carré. Donc, lorsque B tend vers est très supérieur à A, c'est-à-dire B tend vers l'infini, c'est-à-dire V aussi tend vers l'infini. Et donc, lorsque le V tend vers l'infini, le rapport sinus V sur V tend vers 0. Donc, pour V tend vers l'infini, c'est-à-dire, vous avez ici le sinus V sur V tend vers 0. Sauf pour bêta, lorsque bêta égale à 0. Lorsque bêta tend vers 0, ce rapport-là tend vers 1. Le sinus V sur V tend vers 1. Donc on va travailler dans ce cas, lorsque, même pour B tend vers l'infini, lorsque bêta égale à 0, le sinus V sur V tend vers 1, et donc l'expression de l'intensité est réduite à l'expression en fonction de U. Alors, l'expression de I de M est égale à I0 fois sinus U sur U, le tout au carré. Donc, pour question B, donc on va étudier l'allure de I de M en fonction de alpha. Donc, vous avez l'expression de I de M qui est égale à I0 sinus U sur U au carré avec le U, je vous rappelle que U égale à pi alpha A sur lambda. Donc, premièrement, cette fonction est paire. Donc, I de M est paire. Donc, c'est une fonction symétrique. Donc, il suffit de travailler
pour le U positif, et donc on aura la même chose pour le U négatif. Donc, lorsque U tend vers 0, donc le alpha tend vers 0. Donc, pour U égale à 0, alpha aussi égale à 0, ça implique que lorsque U donc, tend vers 0, le I de M égale à I0, donc c'est maximal. Donc, I de M égale à I0, parce que le sinus U sur U tend vers 1. Et donc, on aura une tâche centrale brillante. Donc, tâche centrale brillante. Pour non, la valeur minimale ici c'est lorsque I égale à 0. Lorsque I égale à 0, le U doit être égal à pi de pi, etc. Donc c'est kpi. Et le sinus de kpi égale à 0. Et donc, pour U égale à kpi, c'est-à-dire que le alpha égale, ou bien si vous voulez, je travaille avec M. Donc le U égale à M pi. Bien sûr, le M, c'est un entier non nu. Donc le alpha, donc si vous remplacez le U par MP, donc le alpha il est égal à M lambda sur A. Donc vous avez IM, intensité ici, il est nu. Donc vous avez des tâches sombres. Tâches sombres. Donc les tâches sombres sont observables pour alpha égale à lambda sur A, 2 lambda sur A, 3 lambda sur A, etc. Et aussi moins lambda sur A, moins 2 lambda sur A, etc. Démontrer, donc pour la deuxième question de cette question B, démontrer que, donc je vais passer l'autre diapo, donc démontrer que les maxes secondaires sont solutions de U tangente U. Donc je vais garder l'expression de I de 1, donc c'est I0 sinus carré de U sur U au carré. Et donc pour trouver les maximums secondaire, donc il suffit de faire la dérivée de cette fonction qui doit être égale à 0. Donc pour les max secondaires, on a donc la dérivée de sinus carré de U sur U au carré égale à 0. Donc, ça implique que c'est 2 fois U au carré sinus U cosinus U moins 2 fois U sinus carré U sur U à la puissance 4. Donc on peut simplifier par le U. 3. Donc ceci est égal à, donc je peux mettre en facteur le 2 sinus U sur U à la puissance 3 facteur 2 U cosinus U moins sinus U qui doit être égal à 0. Donc soit U cosinus U moins sinus U égale à 0. Alors, donc c'est la solution de cette équation. Donc U égale à tangente U. Pour donc le U, donc je vais, c'est en fonction de l'entier M. Et donc
si on remplace U par son expression, vous avez le U, c'est pi alpha m, donc le m qui va changer en fonction de alpha, fois A sur lambda égale tangente de pi alpha m A sur lambda. Et donc, la solution proposée ici de UM, c'est 2m plus 1 pi sur 2. Donc, alors, UM, c'est une solution approximative, égale à 2m plus 1 pi sur 2. Donc, pour le U positif, bien sûr. Pi sur 2 avec M appartient à Z étoile, c'est-à-dire que le alpha, donc l'expression de alpha m, c'est bien sûr 2m plus 1 fois lambda sur 2a. Donc ça c'est notre solution en fonction de alpha. Après on va déduire les deux premiers max secondaires positifs, alpha et alpha 1 et alpha 2. Donc alpha 1 c'est pour m égale à 1 et alpha 2 c'est pour m égale à 2. Et donc vous aurez donc le U1. Donc U1 c'est 3 pi sur 2. Donc ça va donner que alpha 1 égale, donc si on change, on remplace m par 1, donc c'est 3 lambda sur 2a. Donc c'est 3 lambda sur 2a. Et pour U2 égale à 5 pi sur 2, vous avez alpha 2 égale 5 lambda sur 2a. Donc ça, ce sont les deux max, la position des deux max secondaires. Donc pour la question C, on demande de tracer la figure de diffraction en fonction de alpha. Donc vous avez l'intensité I, bien sûr en fonction de alpha, ça c'est alpha. Et donc c'est l'intensité maximale c'est I0 lorsque alpha égale à 0. Elle est nulle pour m, donc pour alpha égale à m lambda sur a, donc pour lambda sur a, pour 2 lambda sur a, 3 lambda sur a, la même chose, moins lambda sur a, moins 2 lambda sur a, moins 3 lambda sur a, etc. Voilà, donc pour les maximums, donc le premier maximum, ça c'est le I1, correspondant à 3 lambda sur 2a. Bon, je peux le faire avec une autre couleur. Ça. Donc c'est le I1, 3 lambda sur 2a. Le deuxième, donc c'est en 5 lambda sur 2a. Il est ici normalement. Donc ça c'est le I2, etc. Donc ça c'est pour le tracé de l'intensité I en fonction de alpha. Pour la dernière question, vous donne la largeur de la tâche centrale qui est égale à 0,04. Donc la largeur de la tâche centrale c'est entre ces tâches sombres, entre les deux premières tâches sombres. Donc ça elle est égale à 2 lambda sur 1. Voilà. Et donc vous avez 2 lambda sur 1, elle est égale 0,04.
Et donc on demande ici de calculer la largeur A de la fente. Donc ceci implique que A égale à 2 lambda sur 0,04, qui est égal donc 2 fois 488 10 moins 9 divisé par 0,04. Donc si vous faites les calculs, vous allez trouver que A égale à 24,4 micromètres. Puis on déduire la largeur de la première tâche brillante, donc c'est celle-là, c'est entre la largeur de la première tâche, elle est égale à lambda sur A. Et donc largeur de la première tâche brillante donc c'est lambda sur A. Bien sûr, c'est 1 demi 0,04 qui est égal à 0,02. Donc, finalement, on demande de calculer les rapports I1 sur I0 et I2 sur I0 et commenter le résultat. Donc, pour le I1, il est égal à I de alpha 1, qui est aussi I de U1. Donc, il est facile de faire le calcul en fonction de U1. U1, c'est de 3pi sur 2. Donc, ça va donner, c'est I0, sinus carré U1, donc 3pi sur 2 sur 3pi sur 2 au carré, donc c'est 9pi carré sur 4. Donc le sinus carré de 3pi sur 2 c'est 1, donc ça va donner c'est 4 I0 sur 9pi carré, qu'on peut l'approximer, donc pi carré c'est proche de 10, donc c'est 4 I0 sur à peu près 90. Et donc le rapport I1 sur I0, elle est égale à 4 sur 90. La même chose pour le I2, c'est I de alpha 2, aussi I de U2. Le U2, c'est 5 pi sur 2, donc c'est I0, sinus carré 5 pi sur 2 sur 5 pi sur 2 au carré, donc 25 pi carré sur 4, c'est égal, donc le sinus carré de 5 pi sur 2 c'est 1, donc c'est 4 I0 sur 25 pi carré. On peut l'approximer par, donc le pi carré c'est 10, donc c'est 4 I0 c'est 4 I0 divisé par à peu près 250. Et comme vous pouvez le constater, donc avant, donc vous avez donc le I0 sur I1, il est égal à peu près bien sûr 4 sur 250. Et donc comme vous pouvez le constater, le I1, le rapport I1 sur I0, il a presque diminué à peu près 3 fois. Donc c'est la relation entre les deux, c'est si on divise I1 sur I0 par 3, on retrouve approximativement le I0, le I1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc c'est I2 sur I0 pardon. Voilà, I2 sur I0. Et donc l'intensité, comme vous pouvez le constater, elle diminue rapidement. Donc en conclusion, commentaire. L'intensité Tmax maximum
Donc l'entité du maximum secondaire diminue rapidement. Donc diminue rapidement. Donc voilà pour ce troisième exercice. Donc c'est la fin de la série numéro 3. Merci pour votre attention. Salam alaikum.